Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Territory Influence. Donc, on a parlé déjà dans un précédent webinaire de l'industrie de la food et aujourd'hui, on va parler de l'industrie de la beauté. Je vais vous faire rapidement un petit overview de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on reviendra rapidement sur l'actualité de l'industrie beauté cosmétique et de l'actualité un petit peu plus en profondeur sur l'actu de l'influence marketing en 2024 et comment se comportent les marques dans l'industrie de la beauté, notamment sur leur stratégie d'influence. On vous expliquera aussi en vous donnant quelques exemples des exemples de meilleures stratégies à adopter pour vos futures campagnes. On s'appuiera donc notamment sur des case studies et on terminera par quelques conseils pour vous à retenir et une petite session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions tout au long du webinaire, je vous invite à les écrire dans le chat. On prendra quelques minutes à la fin de la présentation pour y répondre et pour échanger avec vous. Je vous précise aussi que le webinaire est enregistré et que vous recevrez dans la journée ou demain le lien pour revoir le replay et pour télécharger la présentation. Du coup, je me présente rapidement. Je suis Justine Laillé, responsable marketing chez Territory Influence et aujourd'hui, je suis accompagnée de Jérôme. Et merci Justine, bonjour à tous, je suis Jérôme Dejean, je suis le Head of Sales de Territory Influence sur le cluster France, Belgique, Pays-Bas. Et ça fait 10 ans du coup que je suis au sein de l'agence et que j'accompagne les annonceurs, tous secteurs confondus, à activer les différents leviers de l'influence. Ravi d'être avec vous ce matin. Alors, qui on est rapidement on est Territory Influence, donc une agence d'influence 360. Nous, on accompagne nos clients sur l'ensemble de leurs enjeux marketing et on couvre tous les aspects de l'influence, donc de A à Z. On a été créé en 2005, en même temps que le mouvement du bouche à oreille en Europe. On a pour mission principale de replacer l'humain au cœur des préoccupations marketing. Aujourd'hui, on dispose d'une communauté de plus de 5 millions d'influenceurs dans notre base et au fur et à mesure, avec l'essor des réseaux sociaux, on a rapidement développé nos solutions digitales pour répondre aux nouveaux besoins du marché. Aujourd'hui, on collabore avec tous les types d'influenceurs, donc que ce soit nano, micro, macro ou star. Et en parallèle, on a activé plus de 40 communautés en marque blanche on a aussi des équipes locales, mais aussi à une échelle européenne, donc grâce à nos bureaux qui sont répartis à travers l'Europe. Et au fil des années, on a réalisé plus de 4500 campagnes dans différents secteurs, donc FMCG, food, pharma et notamment dans le secteur de la beauté. Donc, ce pourquoi on se réunit aujourd'hui, on a réalisé plus de 700 campagnes à date avec des solutions personnalisées à la fois online et offline. Donc, quelques petits insights sur l'actu de l'industrie de la beauté. L'industrie de la beauté, donc c'est un marché qui pèse énormément aujourd'hui en France. Notamment avec un chiffre d'affaires d'environ 13,6 milliards d'euros, toutes catégories confondues, donc tous segments variés. Ça peut aller des produits de soins à ceux du maquillage. Deuxième point important, c'est la part de marché. Donc, on a vraiment un marché qui est dominé par le mass market, ce qui est un peu logique, hein, plus que les produits de niche, et qui représente environ 49% du chiffre d'affaires. C'est quand même relativement énorme. En termes d'exportation, la France aussi est un leader mondial, pareil que la food, en termes d'exportation de produits cosmétiques, puisqu'on génère environ 21 milliards d'euros. Et puis, dernier point assez important sur ce marché, c'est le nombre d'emplois qui est généré. On a à peu près 54 000 emplois et sans surprise, donc la plupart d'entre eux, une majorité, sont occupés par des femmes.
Et avant d'engager des actions dans le domaine du marketing d'influence sur ce secteur, c'est essentiel de bien cerner les principaux défis auxquels l'industrie cosmétique est confrontée. Donc, en voici quelques-uns. Donc, le premier, c'est le défi de la personnalisation et de l'adaptation aux besoins spécifiques des consommateurs. Donc, on parle de préférences uniques des consommateurs qui sont à la recherche de produits adaptés à leurs besoins spécifiques. Donc, par exemple, un type de peau particulier, à une couleur de teint, des préoccupations vraiment particulières, type acné, etc. Deuxième défi, c'est l'évolution rapide des tendances. Donc, ça évolue vraiment à un rythme effréné, ça, tout le monde le sait. Pas particulièrement avec les réseaux sociaux où on a les looks et les nouveaux produits qui deviennent rapidement viraux. Donc, il faut réussir à s'adapter constamment. Troisième point notable, c'est la nécessité d'une transparence accrue pour renforcer la confiance. On a de plus en plus de consommateurs, on le sait, qui recherchent des ingrédients clean, des pratiques éthiques. On parle beaucoup de clean beauty et on essaie les cosmétiques éco-responsables qui sont de plus en plus populaires. Et quatrième point, forcément, la concurrence, et en particulier avec la montée des achats en ligne. Donc, il y a pour les marques une vraie nécessité de se démarquer. Et maîtriser l'ensemble de ces enjeux permet vraiment d'y répondre de manière proactive et c'est absolument fondamental pour élaborer une stratégie marketing qui soit performante et qui soit donc capable de satisfaire les exigences actuelles du marché et aussi d'anticiper les évolutions futures. Qu'est-ce que font les marques dans l'univers de la beauté en termes d'influence marketing? Donc on a soulevé quatre principaux leviers. Donc le premier, c'est le levier sur les plateformes de marketing d'influence. Donc sans surprise, c'est TikTok qui est la plateforme la plus populaire, donc utilisée par 69% des marques. Ça fait sens notamment puisque c'est la plateforme qui est la plus utilisée par la Gen Z. Mais on a aussi Pinterest qui est de plus en plus utilisé. Pinterest, je vous rappelle que c'est quand même 80% une audience de femmes. Et on a de plus en plus de contenus qui apparaissent notamment sur les rituels beauté. Donc ça peut être aussi une plateforme très intéressante. Deuxième point, en termes d'objectifs de campagne d'influence, la majorité des marques vont créer des campagnes pour générer des UGC. Donc, on sait que les UGC sont vraiment gages d'authenticité et que la plupart des consommateurs se fient plus aux UGC plutôt qu'au brand content. Et ça, les marques l'ont bien compris, donc vont favoriser justement la création de ces UGC au travers des campagnes de marketing d'influence. Troisième point important et qui, du coup, va de pair avec les UGC, c'est la hausse de la production de contenu. De plus en plus de marques dans le domaine de la beauté vont vraiment booster leur production de contenu. Donc ça fait totalement sens avec juste la tendance qui est en lien avec les UGC. Et quatrième point, c'est le choix des influenceurs. De plus en plus de marques vont collaborer plutôt avec des nano et des micro-influenceurs pour aller chercher de l'engagement, pour aller cibler des audiences particulières en fonction des problématiques spécifiques. Donc, on est plus sur aller chercher des audiences niches avec ces influenceurs donc, qui ont des plus petites communautés, mais beaucoup plus engagées. Actu côté influence marketing en 2024. Donc, on le sait, l'influence, c'est vraiment dans notre quotidien, à la fois offline et online. On ne peut pas louper le fait qu'on soit influencé de tous côtés. Et si je commence par le côté hors ligne, on sait que l'influence, c'est vraiment le deuxième point de contact en termes de brand equity après la télévision. Donc, vraiment, recommandation des proches, hyper important. Ça a un impact énorme dans notre quotidien. 92% des consommateurs font davantage confiance aux recommandations des proches. Donc, ça revient aussi à dire que l'UGC, ça a forcément un impact beaucoup plus grand que la publicité des marques. Et 67% des décisions d'achat sont principalement influencées par le bouche-oreille. Donc, on a un gros pouvoir de l'influence offline dans notre quotidien.
Et c'est aussi la même chose côté online. On est vraiment constamment mis devant l'influence. 58% des millennials se disent inspirés par les influenceurs pour découvrir des nouvelles expériences, et c'est d'autant plus vrai dans le secteur de la beauté et des cosmétiques, puisque les recommandations en ligne vont vraiment booster les essais produits. Côté Gen Z, ils sont en moyenne 4,5 heures par jour sur les réseaux sociaux, donc majoritairement TikTok, mais pas que, hein, on est sur tous les réseaux sociaux confondus. Et 88% des consommateurs consultent les avis en ligne avant d'acheter un produit ou un service. Donc vraiment, c'est vraiment plus à prouver, l'influence vraiment est au cœur de notre quotidien. Il est aussi dans le marketing de la beauté. Aujourd'hui, l'influence, c'est une pratique qui est complètement établie dans ce secteur, parce que ça vise notamment à rendre l'image des marques à la fois innovante et attrayante, tout en apportant le côté expérience réelle des produits directement dans les foyers des consommateurs, et c'est ce qui est de plus en plus recherché. Parmi les tendances marquantes j'ai été trop vite, qu'on retrouve dans ce secteur. On a une forte présence, je le disais tout à l'heure, de TikTok, mais aussi d'Instagram, Pinterest et YouTube. Et sur ces plateformes qui sont privilégiées par les marques de beauté, les créateurs vont mettre en avant de plus en plus de formats éducatifs inspirants pour capter vraiment l'attention de leur audience. Donc là, on a quelques exemples. Contenu qu'on peut retrouver, que ce soit donc vidéo, post, story, etc. On est vraiment sur des multicanaux, et en termes de contenu, on va retrouver beaucoup de tendances, beaucoup d'astuces, conseils, beaucoup de tutos, et notamment des routines skincare, make-up. Ça, c'est des contenus qu'on retrouve majoritairement, notamment dans ce domaine. Et petite astuce, notamment sur Pinterest, l'appli pousse vraiment à un degré supérieur tous les contenus beauté. On a possibilité de choisir notre teinte de peau pour avoir des contenus qui soient vraiment en fonction de ce que nous on recherche, et qui soient vraiment adaptés à nos besoins. Donc, plateforme très intéressante sur laquelle travailler des mécaniques d'influence. Et on va parler maintenant des stratégies marketing, notamment dans le domaine de la beauté. Yes, merci Justine. Du coup, on va effectivement parler des stratégies marketing. Et pour commencer, pour trouver la bonne stratégie marketing, il va falloir que vous définissiez, ou que les marques définissent en général, quels sont les enjeux qu'elles veulent travailler avec l'influence. Pour ça, on va dire, il y a trois gros piliers sur lesquels généralement l'influence peut accompagner les marques. On va avoir toute la notion de recrutement, toute la notion d'éducation et toute la notion de visibilité. Recrutement, je pense que toutes les marques ont aujourd'hui un besoin de recruter, bien entendu, une cible affinitaire, des consommateurs. Et ça, le levier de l'influence, qu'on parle d'influence non rémunérée ou influence rémunérée, permet d'y parvenir. Développer le panier moyen, générer du trafic en point de vente, générer du trafic sur des pop-up stores, sur des événements. L'influence peut y parvenir. Et également, un gros point qui est très lié au secteur de la beauté, c'est la notion de rating in review. Aujourd'hui, que ce soit sur Amazon, sur le site de marque, que ce soit sur différents sites, du coup, partenaires en termes d'e-commerce, c'est très important pour les marques de générer des ratings in review, et ça, du coup, l'influence peut permettre d'y parvenir. La notion d'éducation, aujourd'hui, on est sur du coup un marché sur lequel des fois il peut y avoir de la défiance de la part des consommateurs, des attentes consommateurs très spécifiques, et le besoin d'éducation pour une marque, l'influence est vraiment du coup un super outil, un super levier pour pouvoir tacler du coup différents sujets. Quand on active différents axes médias, des fois le message peut durer 5 secondes, 30 secondes. Là, en fonction des dispositifs d'influence que vous pouvez mettre en place, on peut avoir un temps de prise de parole, de connexion avec les consommateurs qui est beaucoup plus long, pour faire en sorte de faire passer les bons messages de marque, de bien asseoir le territoire de marque et d'éduquer lorsqu'il y a des produits un peu plus spécifiques sur lesquels il faut porter l'attention du consommateur. Donc ça, c'est pareil, un super levier d'influence pour travailler une éducation globale. Et bien entendu, ensuite, toute la notion de visibilité, alors que ce soit sur le digital, que ce soit sur des temps forts particuliers, que ce soit du coup sur la visibilité, sur le côté e-réputation. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir travailler avec les leviers, et je vais vous montrer quelques exemples par la suite à travers des case studies. Donc, bien définir ses enjeux marketing en fonction de ces enjeux.
Et après, c'est choisir les bons canaux. Aujourd'hui, l'influence, il y a deux gros blocs. Il y a toute la partie que tout le monde connaît, la partie online, donc avec les influenceurs rémunérés, la notion de création d'UGC quand on passe par des personnes qu'on ne rémunère pas forcément. Donc ça, c'est vraiment la notion également d'avis produit, la notion de discussion sur des forums mathématiques, la notion de pourquoi pas avoir des articles de blog. Il y a plein de choses qui sont possibles dans la partie online influence, mais quelque chose qui est des fois pas forcément utilisé pour plein de raisons par beaucoup de marques, c'est la notion d'offline influence. Justine en parlait. Aujourd'hui, le bouche à oreille, la recommandation d'un père à un autre père, c'est quelque chose qu'on fait tous au quotidien. Et ça, c'est quelque chose que de nombreux annonceurs dans l'univers beauté l'ont compris et activent cette notion de offline influence année après année. Et on va le voir, quelques exemples concrets, que ça a un pouvoir de persuasion, un pouvoir de recommandation qui est très fort. Et ça, du coup, ce delta entre le côté offline et online, ça va également finalement s'imbriquer sur quel choix on va faire comme lorsqu'on veut activer la pyramide de l'influence. La pyramide de l'influence, peut-être que la plupart d'entre vous la connaissent, mais je fais un bref rapide. On a vraiment le haut du funnel avec le côté star, macro-influence. On va avoir un côté très inspirationnel, associer sa marque à du coup une personnalité, à une audience du coup très spécifique, à du coup des approches de contenu hyper premium, hyper bien travaillées. Ça, c'est vraiment le haut de la pyramide. Et ensuite, quand on va descendre, on va aller chercher beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus d'engagement. Et le bas de la pyramide, on va être sur la notion aujourd'hui qu'on appelle la nano-influence. Donc, c'est vraiment du consommateur. Il y a des monsieur, madame, tout le monde, mais finalement, ça reste les shoppers. C'est eux qui font vivre la marque au quotidien en mettant le produit, du coup, sur leur liste d'achat. Et ça, tout dépend des enjeux qu'une marque va chercher à travailler. C'est là où il va falloir que se pose la question entre est-ce que je veux travailler la partie online influence, la partie offline influence, et avec quel type d'influenceur je vais chercher du coup à connecter ma marque. Et pour un peu illustrer tout ce que je viens de vous dire, on va montrer quelques exemples de campagnes qu'on a pu réaliser avec différents enjeux divers et variés pour voilà, vous donner un petit peu matière à réfléchir sur les bonnes pratiques que vous pourriez en tirer. On commence avec du coup une activation, on dit un symptôme assez classique lorsqu'on active de l'influence non rémunérée. Donc là, on allait chercher 4000 du coup consommatrices, voilà, qui avaient des profils divers et variés, avec un certain type d'âge, une certaine présence sur les réseaux sociaux. Là, L'Oréal, ce qu'elle voulait travailler du coup la marque, c'était vraiment avoir une présence avec des UGC de consommatrices non rémunérées sur TikTok. Donc parmi les 4000 personnes qu'on a recrutées à la marque, qui était déjà une grosse volumétrie pour la marque, de réussir à recruter 4000 consommatrices qu'elle n'aurait jamais pu toucher par n'importe quel autre levier, du coup média. On a choisi des personnes parmi ces 4000 personnes qui étaient présentes sur TikTok et qui ont pu générer du contenu authentique qui mettait en avant voilà, leur expérience avec le mascara Panorama. Ça faisait partie vraiment d'un des points d'or de cette activation-là, d'avoir du contenu en grande quantité du coup sur le canal TikTok non rémunéré. Donc on a généré plus de 300 contenus sur ce canal spécifique. Et également, il y avait une autre particularité, c'était de pouvoir générer des rating reviews sur notamment Amazon, qui était un point d'orgue également pour la marque. Donc là, pareil, avec une mécanique très spécifique, on a pu générer plus de quasiment 400 avis sur Amazon pour venir nourrir la crédibilité, avoir du coup des retours de consommatrices authentiques et vérifiés via Amazon. Si vous ne savez pas, Amazon, c'est très spécifique comme méthode de générer des avis. Donc voilà, c'est vraiment une campagne classique dans l'univers de l'influence non rémunérée, à une volumétrie qui est quand même assez élevée, avec des enjeux qu'on a travaillé plus spécifiquement sur le côté TikTok en grosse volumétrie et sur le côté avis Amazon en grosse volumétrie également. Une autre approche pour la marque Caudalie, où là on a une approche beaucoup plus globale, toujours en s'appuyant sur l'influence non rémunérée, mais avec une approche du coup internationale. On a cherché à relancer du coup la gamme de soins Vino Perfect, où là on a accompagné du coup le groupe sur 5 marchés, la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne. Et là du coup on a activé plus de 8900 du coup nano-influenceuses, donc des consommatrices entre guillemets lambda, mais dans le bon sens du terme, que la marque cherchait à recruter, cherchait à séduire, cherchait à reconquérir entre 20 et 50 ans. Et là, l'objectif, c'était vraiment d'avoir un instant T dans les 5 marchés au même moment des campagnes d'influence non rémunérées pour avoir une maximisation de la création d'UGC de manière authentique sur les différents marchés. On a quasiment touché plus de 8 millions d'impressions online grâce justement que de l'organique généré par ces 8900 personnes. On a généré également du bouche-oreille, de la recommandation. Il y a plus de 2,4 millions de personnes qui ont été touchées par une recommandation, une conversation de femme à femme sur leur expérience du coup avec Caudalie. Et ça, c'est vraiment la puissance de cette notion d'influence non rémunérée, du bouche à oreille.
Aujourd'hui, dans l'univers beauté, la majorité des marques activent sur la partie influence rémunérée, et c'est très bien. En fonction d'un jeu, il faut le faire. Mais gardez vraiment en tête que la partie influence non rémunérée est très puissante de connecter avec vos consommatrices, vos consommateurs. C'est quelque chose qui peut avoir un effet de boule de neige, un effet de halo et un effet d'attachement émotionnel à la marque très puissant. Et là, c'est ce qu'on a fait sur ce dispositif à échelle internationale. Je parlais d'influence rémunérée tout à l'heure. Là, on est sur un dispositif qui est somme toute assez classique, hein, que vous connaissez sûrement déjà. On accompagnait les laboratoires Gilbert sur leur marque EPOA avec un objectif vraiment de visibilité de produit, de préférence de marque. On a activé des influenceuses du coup rémunérées, 5 micros, 4 macros. Donc là, on est voilà, sur un dispositif que tout le monde peut reproduire très facilement, aller chercher les bons profils d'influenceuses ou influenceurs en fonction de leur audience. Est-ce qu'on va chercher des micros, des macros ou des stars? Derrière les bonnes pratiques, mais ça, je pense que vous le savez toutes ou tous, c'est vraiment d'aller sponsoriser les contenus ou les meilleurs contenus du coup générés par ces influenceuses ou influenceurs rémunérés. Et ensuite, à vous de déterminer voilà, quel type de profil vous voulez associer à la marque, quel niveau de taux d'engagement vous allez rechercher. Et voilà, là, on est sur un dispositif qui est assez classique dans l'univers beauté et dans l'influence rémunérée. Et sur cette campagne-là, on a pu générer au global 4 millions d'impressions, avec en grande partie des impressions qui sont issues de la sponsorisation. Là, une autre approche, toujours pour le groupe L'Oréal. Donc, eux, ils sont très friands vraiment de cette notion de consommateur, consommatrice, de connecter du coup avec des vraies personnes. Donc là, on a activé pour la crème Mixa 1000 du coup nano-influenceurs entre 18 et 49 ans avec différents critères voilà, qu'on peut aller déterminer et sourcer. Et là, l'objectif, c'était pareil, d'accompagner la marque à générer des ratings reviews de vrais gens, de vrais consommateurs, autant sur Amazon que sur le site de la marque à travers des expériences voilà, qui vont pouvoir du coup d'éducation pour bien comprendre les bénéfices produits, pour bien en parler autour d'eux, pour distribuer potentiellement des échantillons à leur entourage pour aller également convertir et générer du direct to store. Donc je reviens vraiment sur cette notion-là. Ne mettez pas de côté cette notion d'influence non rémunérée. Ça reste vraiment un super levier dans l'écosystème de l'influence pour connecter et recruter de manière durable vos consommateurs. Toujours dans cette notion également de travail de l'émotion, Carrefour, du coup, sur leur marque Carrefour Beauté Nature, pareil, a voulu connecter avec des consommateurs pour vraiment changer la perception que pouvait avoir un consommateur de l'image de leur produit MDD. Là, on est sur une grosse volumétrie, 4000 consommatrices qui ont été recrutées à la marque, et ces 4000 consommatrices que Carrefour n'aurait jamais pu réussir à séduire par n'importe quel autre, encore une fois, levier d'action média, par ce côté un petit peu défiance versus une marque MDD sur du coup l'univers de la beauté, même avec le côté bio. Mais là, du coup, c'est ce qu'on a fait. On a vraiment allé chercher 4000 personnes, on leur a mis le produit entre les mains, on les a accompagnés à bien comprendre du coup les valeurs de chaque produit, les bénéfices, qu'est-ce qui se cachait derrière ce côté un peu MDD, et finalement pour qu'elles soient séduites ou non. Ça va dans les deux sens. On est vraiment sur cette notion de l'authenticité. Les personnes ont le droit de ne pas être séduites et de dire pourquoi. Donc on n'est pas vraiment dans une démarche de absolument le tout positif, au contraire, si on cherche de l'authenticité, ils ont aussi le droit de donner leurs avis, et quand ils sont pas satisfaits ou ils ont des choses à émettre, ils ont aussi le droit de les mettre, et la marque doit l'entendre. Donc là, sur cette campagne-là, on a activé 4000 personnes de manière organique, mine de rien, c'est quand même énorme en termes d'impact, hein. Il y a plus de 7000 contenus qui ont pu être générés du GC sur les réseaux, que la marque a pu ensuite réutiliser. Il y a un taux de recommandation de 98% qui est très fort, que la marque peut également réutiliser dans sa communication média. Et au global, encore une fois, en organique, en termes de puissance, on est sur quasiment 5 millions de personnes touchées en impression. Donc là, vraiment, la puissance de cette notion d'influence non rémunérée sur des grosses volumétries, ça c'est vraiment le point qu'il faut que vous reteniez. Si on cherche à avoir un gros impact qui soit équivalent à de l'activation qu'on peut faire sur de l'influence rémunérée, il faut aller chercher de la grosse volumétrie sur des influenceurs non rémunérés. Faire juste 50 personnes, 20 personnes non rémunérées, 100 personnes, ça ne sert à rien. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Autant mettre ce budget-là pour faire de l'influence rémunérée ou faire de la sponsorisation ou autre chose. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut que vous reteniez. L'influence non rémunérée, ça marche, c'est efficace en fonction des enjeux très spécifiques que vous pourriez avoir, mais sur de la grosse volumétrie.
Et du coup, là, on était sur quelque chose d'un peu plus niché, du coup, pour MAC Cosmétiques, avec cette notion de générer du trafic en point de vente. On allait chercher des micro-influenceuses, là, qui devaient vraiment expérimenter la routine, du coup, maquillage avec les différents produits de la marque. Il y avait également une notion de rating review pour, encore une fois, hein, toujours, les marques dans l'univers beauté sont très demandeuses de nourrir leurs fiches produits. Donc, pour nourrir les différentes nouveautés qu'elles ont pu distribuer aux influenceuses qu'on activait, on était sur 250 micros. Au global, en fonction des contenus qui ont pu être générés et un peu de sponsorisation, on a atteint plus de 5 millions de personnes. Et du coup, ça a pu être avoir plus de 700 contenus UGC générés par ces influences-là, qui ont permis du coup à la marque également de les réutiliser, de générer différentes campagnes de publicité pour attirer du monde en magasin. Donc c'était voilà, quelque chose qui permettait de travailler différents objectifs avec, in fine, un objectif d'inviter les différentes audiences des influenceuses activées à se rendre en magasin pour elles aussi découvrir ce que pouvait proposer la marque. Et enfin, une autre campagne du coup sur l'univers La Roche-Posay. Là, on est sur une gamme de produits. C'est des choses qu'on peut travailler. Des fois, on va être focus sur un produit en manière générale, mais après, on peut travailler des routines sur différents produits, sur une gamme au global. Et là, c'est tout ce travail d'éducation qui va être très important, qu'on peut faire essentiellement lorsqu'on active des influenceurs non rémunérés, parce qu'on va avoir un temps de prise de parole avec eux qui va être plus long dans le monde. Des campagnes peuvent durer 2, 3, 4, 5, 6 semaines en fonction du temps qu'on doit passer avec eux pour les éduquer, pour qu'ils suivent les routines, pour voir les effets du coup des produits sur eux. Et là, c'est ce qu'on a fait du coup sur cette gamme-là, de Picard. On a activé 1500 consommateurs non rémunérés avec des profils très spécifiques, plutôt famille, des parents d'enfants qui devaient essayer du coup différents produits. On est sur un ciblage en plus très spécifique, hein, avec des personnes qui avaient des problèmes de peau, notamment d'eczéma atopique. Et du coup, tout le travail, c'était vraiment de les accompagner, de bien les éduquer, de bien suivre la routine pour que, in fine, au bout de 3, 4, 5, 6 semaines, on leur demande de générer du contenu, on leur demande de générer des avis produits. On n'est pas sur du sampling un peu bête et méchant où on envoie un produit comme ça, puis on leur dit au bout d'une semaine, merci de laisser un avis, merci de créer du contenu en fonction de la complexité de la perception de produit et de l'usage produit, on a un accompagnement qui peut être beaucoup plus poussé. Et ça encore, c'est un autre avantage de la partie influence non rémunérée, d'avoir quelque chose qui soit sur mesure en fonction de la typicité d'un produit ou d'une gamme de produits. Et ce qui a permis, mine de rien, à la fin de la campagne, de générer des avis qui soient largement positifs, de générer des contenus qualitatifs, parce qu'il y a eu cet accompagnement qui a pu être fait, du coup, sur une durée un peu plus longue que d'habitude, qu'on aurait fait sur un produit de beauté assez classique. Merci Jérôme. Et on est pile dans les temps. Avant de répondre à vos questions, on va rapidement vous donner quelques conseils donc, à retenir pour vos stratégies marketing, surtout si vous les construisez maintenant pour 2025. Premier conseil, essayez de construire un plan annuel, donc de ne pas réfléchir en campagne one-shot, mais plutôt d'élaborer une stratégie globale en lien avec votre stratégie marketing pour justement créer des synergies entre le levier de l'influence et tous les autres leviers que vous allez travailler au sein de votre plan annuel. Deuxième point, miser sur les synergies entre les influenceurs. Donc, comme l'a expliqué Jérôme, le fait de mixer les différentes catégories d'influenceurs va vraiment permettre de répondre à beaucoup plus d'enjeux que si vous ne travaillez qu'une seule catégorie. Troisième point, collaborer sur le long terme avec les influenceurs. C'est quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment tendance depuis au moins l'année dernière. De plus en plus de marques vont travailler avec les mêmes influenceurs pour accentuer le côté crédibilité et travailler la visibilité auprès d'une audience beaucoup plus large. Donc, ça favorise le côté crédible donc, de l'influenceur. Ça va aussi permettre à l'influenceur de mieux comprendre l'ADN de la marque et de mieux la faire transparaître au sein des contenus qu'il va produire. Côté UGC et surtout dans le domaine de la beauté, intégrer les UGC qui sont créés spontanément par vos consommateurs au sein de vos communications pour humaniser votre marketing. C'est hyper important, surtout comme je disais dans le domaine de la beauté, ces UGC ont vraiment un impact
dans vos communications. Donc, réutilisez-les à foison sur vos réseaux, sur vos sites internet, sur vos documents print, etc. N'hésitez pas à les utiliser. Autre point, rester à jour des tendances. Donc, que ce soit, donc pas forcément sur les tendances de votre secteur, mais aussi des tendances de l'influence. Ça bouge tout le temps. On est sur un secteur ultra mouvant. Donc, il y a toujours des nouvelles choses en termes de plateforme, en termes de mécanique, en termes de format. Ça bouge vraiment, ça évolue constamment. Donc, il faut rester aux aguets pour essayer de coller au mieux avec les tendances et ce que les consommateurs recherchent de plus en plus. Et enfin, mesurer vos résultats. On a beaucoup de marques qui font des campagnes et qui vont rapidement mesurer les résultats, mais qui ne vont pas vraiment déterminer, voir l'impact qu'ont eu les campagnes d'influence et qui n'ont pas vraiment mesuré leur ROI. Donc, c'est hyper important, notamment en cours de campagne, si besoin pour réajuster et à la fin des campagnes, pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Comme tout autre levier média, l'influence se mesure. Et pour que ce soit plus simple, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'experts qui vont avoir les outils pour vous aider à mesurer votre impact. Merci à tous et on va pouvoir passer aux questions. Alors, on a une question de Manon. Bonjour, comment sélectionnez-vous les influenceurs? Alors, du coup, très bonne question. Merci Manon. Alors, il y a deux spécificités. Alors, et après, je sais que dans l'univers de l'influence, suivant les acteurs, chacun, du coup, ont leurs particularités. Je vais parler du coup pour nous. Aujourd'hui, sur l'influence rémunérée, on a un outil qui nous permet d'avoir un sourcing d'influenceurs avec qui on a pu travailler en France et en Europe. On a à peu près 5500 aujourd'hui influenceurs rémunérés en basé. Mais après, chez Territory Influence, on n'est pas sous contrat avec des personnes, on n'a pas d'exclusivité. Donc, on n'a pas de limite à aller chercher en fonction des enjeux des clients, du pick and choose, hein, vraiment aller sourcer, aller caster du coup les meilleurs profils à proposer. Donc ça, c'est pour la partie influenceur rémunéré. Et sur la partie influenceur non rémunéré, nous aujourd'hui, donc depuis qu'on existe en France et sur les 14 marchés au global sur lesquels on est présent, on a des bases du coup consommateurs. En France, la marque s'appelle TRND. C'est une base du coup sur laquelle on a 850 000 aujourd'hui consommateurs français en basé. Et c'est là où on va aller les activer, aller les sourcer en fonction des critères de recrutement que nous donnent du coup les annonceurs pour aller choisir les meilleurs nano et micro-influenceurs à activer sur une campagne. Merci Jérôme. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous avez encore quelques minutes si vous souhaitez les écrire dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Non, a priori, tout a été hyper clair. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, dans tous les cas, vous allez recevoir, comme je disais en début de webinaire, la présentation et si entre-temps vous souhaitez aller plus loin sur différents aspects évoqués pendant le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet ou envoyer un mail directement à Jérôme. Ah non, je vois qu'on a une autre question. Comment inciter nos clients à créer des UGC? Alors, tout va dépendre des Ouais. enjeux du client, de vos clients. Là, il faudrait avoir un peu plus de spécificité, mais aujourd'hui, bon, c'est juste peut-être déjà éduquer les clients sur l'importance de l'UGC que ça peut avoir pour la marque, pour leur marque, avoir ce côté plus humain, plus émotionnel, sortir un peu de la communication classique institutionnelle avec des contenus bien léchés. Ça ne veut pas dire que ça vient remplacer, hein, ça vient en complémentarité. Aujourd'hui, il y a plein de façons d'utiliser l'UGC, que ça soit dans un univers social media pour voilà, alimenter du coup les différents réseaux sociaux de la marque et avoir une alternance entre contenu un petit peu plus classique, traditionnel, contenu de marque et contenu plus humain, que ça soit pour des campagnes publicitaires, pareil, en faire des différents A/B tests entre des créatives qui soient des photoshoots ou des choses institutionnelles classiques de marque et des créatifs qui soient directement des UGC avec des vraies personnes. En général, les performances sont meilleures lorsqu'on met de l'UGC. Mais ça vient en complémentarité, encore une fois. Donc,
tout dépend les enjeux du client, mais en tout cas, il y a beaucoup de matière, beaucoup d'arguments sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre en avant l'UGC et qu'ils puissent bah, du coup faire des campagnes pour créer de l'UGC. Et je crois qu'on a d'autres questions. Donc on est bon. Si On est jamais bon. vous voulez voilà, échanger, n'hésitez pas, hein, Jérôme Dejean sur LinkedIn, vous pouvez me rajouter avec plaisir pour échanger un peu plus sur des sujets en particulier. Et sinon, bah, du coup, comme l'a dit Justine, vous avez du coup le contenu du webinaire qui va être envoyé et on reste à disposition. Exactement. Et on vous souhaite une très bonne journée à tous. Une bonne journée à tous!